Un autre facteur, bien sûr, c'est l'axe nord-sud, la différence considérable de richesse et de développement entre ce qu'on appelle généralement les pays du Nord et les pays du Sud, c'est-à-dire les pays nantis et les pays défavorisés. C'est là une chose, et aussi au sein d'un même pays, les grands écarts entre les riches et les pauvres, qui dans certains pays soi-disant développés ne fait que s'accentuer dans certains cas. Eh bien, c'est là un des obstacles principaux à la paix. Donc, là, c'est quelque chose qui est une erreur ou qui est inacceptable aussi bien du point de vue moral que du point de vue pragmatique. Car ces différences considérables de niveau de vie, de qualité, de conditions de vie, eh bien, c'est évidemment une grande source de conflit. South Africa et je me suis rendu aussi en Afrique, 2 fois en Afrique du Sud, une fois au Gabon, à l'invitation de la fondation Albert Schweitzer. Et j'ai été éminemment frappé de la situation qui semble si tragique en Afrique, de tous ces conflits incessants. Et l'on voit précisément à quel point le manque du sens de responsabilité est une des causes principales de ces conflits. Ce sont là des pays qui disposent de certaines richesses, minières ou pétrolières ou autres, et l'argent qui naît de ces richesses est utilisé par les personnes au pouvoir pour acheter des armes, en grande partie. Ces armes dont, notamment, je vous disais, celles qui, sans doute, il y en a qui sont vendues par la France et par d'autres des grandes puissances. Ces armes, donc, alliées au désir de pouvoir, à l'avidité, eh bien, elles entretiennent ces conflits incessants qui, finalement, se traduisent aussi par des famines, puisque l'ensemble de l'équilibre du pays est perturbé. Et l'on voit ces immenses souffrances. Et lorsque l'on regarde cela, l'on voit des images d'enfants émaciés qui ressemblent presque à des vieillards et qui, on n'a que faire autre que souhaiter que cela change, on se sent tellement impuissant. Et pourtant, cela vient bien de ce manque de sens de responsabilité vis-à-vis de ces pays. On voit aussi dans ces cas-là une élite gouvernementale qui détient toutes les richesses, tout le pouvoir, qui s'en sert encore une fois pour acheter des armes. Et il y a une sorte de fossé incroyable entre cette petite élite dominante et le peuple. On voit cela aussi, même dans des pays riches comme la Suisse, où il y a une population de gens sans logis, qui n'ont rien à manger, qui souffrent de cet isolement, de maladies, qui meurent de faim. Même s'ils sont peu nombreux, cela existe dans des pays développés ou des pays riches. Et donc, est-ce que cela ne naît pas précisément d'une certaine indifférence dans le cas des pays riches, mais aussi d'un manque de vision à long terme dans le cas des pays où tout l'argent, toutes les ressources servent à acheter des armes et à entretenir des conflits? Lorsque je me suis rendu en Afrique du Sud, j'ai eu l'occasion de visiter la maison d'un de ceux qui avaient milité pour la libération contre l'apartheid, et aussi je me suis rendu dans une famille à Soweto et c'était un instituteur. J'ai discuté avec cette famille, nous nous sommes réunis, ils m'ont fait offert une délicieuse tasse de thé de Darjeeling qui était très bon. Et nous avons donc discuté des possibilités d'avenir de son pays. Et au début, j'ai noté une forme de découragement de sa part. Il disait, nous ne voyons pas très bien ce que nous pourrions faire, nous n'avons pas les moyens, nous n'avons pas l'énergie, nous n'avons pas les moyens intellectuels. Il se sentait démoralisé, presque inférieur. Et cela m'a beaucoup frappé et je lui ai dit, vous ne devez certainement pas penser comme cela. Il n'est pas question de vous sentir diminué, inférieur par rapport à d'autres. Il faut vous rendre compte que nous avons tous ce même potentiel et que ce potentiel, la façon de l'actualiser dépend principalement de notre détermination, de notre courage, de la volonté, de la diligence que nous allons mettre en œuvre. Et il est possible à chaque être humain, quelle que soit la situation difficile dans laquelle il se trouve, il y a toujours un moyen d'améliorer petit à petit notre propre sort en exploitant ce potentiel que nous avons en nous et ses possibilités et ses ressources. Il en est de même de mes amis tibétains.
souvent, ils se disent dépassés par les événements, ceux qui vivent sous l'occupation chinoise, ils sentent qu'ils n'arrivent pas à obtenir un certain développement économique, ils disent qu'ils n'ont pas l'éducation, l'intelligence, même parfois se disent-ils par rapport à ceux qui les ont envahis. Et j'essaie toujours de leur faire valoir le fait que c'est une question de détermination, d'avoir une vision et d'essayer d'accomplir cette vision. Et lorsque j'ai ainsi parlé à cet instituteur de Soweto, à la fin il est resté pensif et puis il m'a dit effectivement, je me rends compte qu'il y a un potentiel en moi et en chaque être et je ne vais plus penser de cette façon que j'ai une sorte d'handicap intérieur, que je suis en quelque sorte inférieur à ceux qui ont plus de moyens intellectuels et matériels. Et rien que cela, c'est quelque chose qui m'a grandement réchauffé le cœur, qui m'a fait très plaisir de voir que ainsi, en changeant notre mentalité, on pouvait changer le cours de notre existence. Et je crois que cela a beaucoup... c'est dans cette voie que les pays du Sud, les pays en voie de développement, on doit les aider à actualiser leur potentiel, à développer leurs qualités, à leur offrir les moyens de s'éduquer, d'acquérir une formation professionnelle. Il ne suffit pas de leur donner des moyens techniques, une assistance simplement financière ou leur donner des machines. Il faut leur donner une confiance en eux-mêmes. Il faut développer tous les programmes, surtout d'éducation, qui permettent à eux-mêmes de devenir, de se suffire à eux-mêmes et de développer des qualités qui leur permettront de gérer leur avenir. Également, parmi les grands problèmes, c'est bien sûr celui de la surpopulation de notre planète, qui est très grave et qui doit être remédiée. Et aussi le fait que nous ne sommes certainement pas assez concernés par la protection de l'environnement. Et le fait que nous ne soyons pas intimement concernés, eh bien, il faut reconnaître que cela vient de notre style de vie. Nous sommes toujours préoccupés par le développement économique, le produit national brut. S'il n'augmente pas de la façon dont nous souhaitons, nous nous inquiétons à ce sujet. Nous imaginons qu'il doit nécessairement, constamment augmenter la consommation, la production, et que sans ça, notre pays cesse d'être prospère ou d'être en bonne santé. Mais certes, on parle maintenant de plus en plus d'énergie propre, on recycle, on essaie de contrôler la pollution, mais ce sont finalement des moyens de contrôle qui sont tout à fait insuffisants si l'on change au long terme. Il est indiscutable que le taux d'accroissement, de la détérioration de l'environnement va beaucoup plus vite que les quelques mesures limitatives que l'on essaie d'appliquer. Et la seule chose, et je le dis par exemple à mes amis américains, un jour ou l'autre, il faudra en partie renoncer un petit peu à ce style de vie qui ne cesse d'augmenter la consommation et l'augmentation économique. Il faut savoir trouver une certaine satisfaction en soi qui ne dépend pas simplement d'avoir plus de produits de consommation et de consommer de plus en plus d'énergie. Il faut apprendre à éprouver une satisfaction intérieure qui ne dépend pas de ce développement à tout prix. Et donc pour ça, notamment en ce qui concerne les pays dits du tiers-monde ou les pays du Sud qui vivent dans des conditions économiques très difficiles, bien en dessous du niveau minimum d'une vie, de conditions matérielles convenables, il faut de notre part qu'il y ait un engagement profond. Il ne suffit pas de souhaiter cela en théorie, de leur souhaiter un meilleur sort. Il faut que nous nous engagions au niveau international, que les pays nantis aident beaucoup plus que ce qu'ils ne le font jusqu'à maintenant. Et je me réjouis bien sûr d'initiatives comme de celles de Médecins sans frontières, Médecins du monde et autres organisations de ce genre qui, par le volontariat et surtout l'énergie, l'effort qu'ils investissent dans leur action dans d'autres pays du monde, apportent de grands biens. Hier, je suis allé à La Villette, à l'invitation de Madame Mitterrand, à une réunion qui réunissait plusieurs centaines de personnes qui, pendant plusieurs jours, s'étaient interrogées justement sur les voies possibles pour améliorer la paix dans nos pays et dans le monde.
Et je me suis rendu compte en dialoguant avec eux de l'engagement, de l'enthousiasme qu'ils montraient. Et donc c'est ça qui compte, c'est le degré d'engagement personnel ou d'énergie que nous allons mettre pour cela, et au lieu simplement de faire de pieux souhaits pour que la paix s'établisse dans le monde. Est-ce qu'il y a des questions dans l'assistance? Y a-t-il un micro qui sera disponible? Lorsque l'on parle d'émotions positives ou négatives, d'émotions constructrices ou destructrices, cela a à voir non pas à la nature de l'émotion elle-même, la colère tout simplement, mais d'une part à la motivation qui l'anime et aussi au but qui est recherché. Donc ce but il est recherché grâce à une attitude, à une motivation particulière. Lorsque l'on dit que la colère est indésirable, c'est bien sûr quand cette colère a un élément de malveillance, c'est-à-dire que cette colère nous conduit à nuire à autrui, à créer de la souffrance chez les autres. Si cette colère est une forme d'indignation devant la justice, l'injustice, ou si cette colère est simplement un moyen habile pour empêcher quelqu'un de stagner dans une situation incorrecte ou de remédier à l'injustice, alors la motivation, l'apparence est celle de la colère, mais la motivation et le but sont bien sûr d'apporter un mieux-être. Et donc dans ce cas, la colère n'est pas afflictive, elle n'est pas destructrice, mais au contraire, on peut dire que c'est une colère positive. Donc tout d'abord, je voudrais conclure en vous remerciant tous d'être venus aujourd'hui. Je voudrais remercier aussi tous ceux qui ont fait beaucoup d'efforts pour que cette rencontre soit possible. En conclusion, en ce qui concerne la paix, je voudrais à nouveau mettre l'accent sur le fait qu'elle demande un engagement actif et déterminé de notre part, mais que cet engagement ne peut venir à sa source que d'une sorte de paix intérieure que nous devons développer. Si nous savons trouver un peu de paix en nous, eh bien nous serons à même beaucoup plus facilement de contribuer à établir un peu plus de paix dans notre foyer, dans notre village, dans notre quartier et peu à peu dans notre nation. C'est pour ça donc que la recherche de la paix au dehors de nous commence par la découverte et par cultiver la paix en nous-mêmes. Merci.